Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce lundi 3 octobre, les questions après le drame survenu au centre de gérontologie de Serre-Cavalier au CHU de Nîmes. Une dame de 94 ans est morte dans sa chambre suite au coup d'un autre patient. Une grande consultation pour imaginer l'agglo de 2020, ce sont les conversations citoyennes lancées par Montpellier Agglomération aujourd'hui. Et puis la galère annoncée pour les usagers du TER à l'Est-Nîmes, la ligne est coupée pour 2 mois. Et pour terminer ce journal, je vous emmène à la plage où les Languedociens, les Roussillonnais, mais aussi beaucoup de touristes venus de toute la France ont profité de l'été indien ce week-end. Que s'est-il passé à l'unité de gérontologie de Serre-Cavalier ? Il y a 10 jours, une dame âgée de 94 ans aurait été battue par un autre patient. Elle est morte quelques jours plus tard. Depuis, la famille a porté plainte et aujourd'hui, l'Agence régionale de santé diligente une enquête médico-administrative qui porte notamment sur le fonctionnement de l'unité. Plus d'explications avec Nicolas Pinchino. C'est dans cet établissement annexe du CHU de Nîmes qu'une patiente âgée de 94 ans a été mortellement agressée par un autre patient âgé de 91 ans. Dans un état critique, la patiente est immédiatement placée en service de réanimation avant de succomber à ses blessures 4 jours plus tard. Mais une plainte avait été déposée dès le lendemain de l'agression par la famille de la victime. Comment un individu qui vraisemblablement avait des antécédents de violence a pu être laissé à côté d'une vieille dame très vulnérable. La police, de son côté, aurait souhaité être mise au courant de l'agression dans des délais plus courts. Au moment où ces faits se sont déroulés, nous n'avons pas été en face de ce qui nous paraissait être un homicide ou des coups entraînant immédiatement la mort. Je rappelle que cette patiente est immédiatement admise en réanimation. Comme elle était très âgée, les coups qu'elle a reçus ont été déterminants et ont aggravé son état de santé. Mais le dimanche et le lundi, le mardi, nous ne pensions pas être en face d'un homicide. Un drame qui secoue également tout le personnel soignant de ce service de gérontologie. De nombreuses questions vont d'ailleurs être posées pour tenter d'améliorer la prise en charge de ces patients au comportement parfois agressif. Les accès de violence dans cette pathologie sont souvent très impulsifs, imprévisibles. Et c'est ce qui s'est malheureusement passé dans ce drame. L'agresseur a quant à lui été placé en psychiatrie au centre hospitalier du Mas-Carréron à Uzès. À Montpellier, le conseil municipal se tient en ce moment même et aujourd'hui plus que les dossiers mis en délibération, c'est cette une de Midi Libre qui fait débat. Le quotidien régional estime qu'Hélène Mandroux est absente et fragilisée politiquement. Réaction immédiate du maire qui a battu le rappel à l'occasion du conseil municipal. On l'écoute au micro de Jean Brun. Quand je vois la façon dont je suis attaquée par des bruits de couloir, et ce que vous avez pu voir qu'autour de moi, du coup, mon premier adjoint, tous les présidents de groupe étaient là. Quand je suis absente, c'est Serge Florence, premier adjoint. Si Serge Florence n'est pas là, Michel Passé vous l'a dit tout à l'heure, c'est lui le deuxième adjoint. Le bateau est tenu. Et ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi, quand d'autres élus, d'autres collectivités se déplacent, les mêmes commentaires ne sont pas faits et les mêmes attaques ne sont pas faites. Je suis assez en colère qu'à partir de rumeurs, de bruits de couloir, de propos déformés. On essaie d'une part d'opposer le premier adjoint à Madame le maire. Je trouve ça totalement inacceptable, d'autant que je l'ai prouvé et je continuerai à le faire. Le maire peut compter sur ma loyauté, ma fidélité, et il n'y a aucune raison que je le vois autrement, d'autant que je lui fais pleinement confiance de la façon dont elle mène l'équipe municipale. On ne va pas faire comme l'équipe de France devant le Tonga. Il faut jouer groupé, collectif, si on veut avoir la victoire en 2014. Et ce sera sans doute le dernier conseil municipal qui se tient au Polygone depuis ce week-end. Les services municipaux emménagent dans le nouvel hôtel de ville à Port-Marianne. Fin de l'opération le 14 novembre, date de l'ouverture officielle du bâtiment qui va réunir 960 agents de la ville sur 12 000 m². Montpellier Agglomération lance les conversations citoyennes. Les habitants du Grand Montpellier sont appelés à donner leurs sentiments et leurs propositions quant à l'agglo de 2020. Le but de cette grande consultation, permettre à tous de se réapproprier la communauté d'agglo, un dispositif citoyen mais aussi très politique pour l'agglomération. Les explications, Olivier Roiran. Imaginer et mettre en œuvre l'agglomération de Montpellier à l'horizon 2020, c'est le chantier interactif que lance la collectivité en profitant de la tribune que représente la Foire internationale de Montpellier. Le principe est simple, à partir du 7 octobre sur le stand de l'agglo, les visiteurs pourront laisser un message sur un livret interactif. Message immédiatement posté sur un site internet monagglo2020.com.
L'agglomération a déjà donné maints exemples à travers la carte Passaglo, les maisons d'agglomération, la web télé, prochainement le cercle de réflexion sur le rôle de la femme dans la société qui s'ouvrira à partir du 18 octobre. Beaucoup d'actions qu'a mené l'agglo. Et là, c'est une ouverture sur l'avenir dans lequel nous attendons beaucoup de cet échange, de cette interactivité au quotidien avec l'ensemble des habitantes et des habitants de l'agglomération de Montpellier. Et le dispositif rappelle un certain printemps de la démocratie lancé en 2009 par la ville de Montpellier. Et même si pour la nouvelle conversation citoyenne, il s'agit d'élargir à toutes les compétences de l'agglo, il y aura bien au final un état des lieux, des demandes et des propositions des habitants électeurs. Un indicateur pour mener les politiques locales, des éléments solides aussi pour le président de l'agglo, Jean-Pierre Moore, que certains imaginent déjà candidat à sa propre succession, et pourquoi pas dans la course pour les municipales à Montpellier en 2014, et ensuite il y aura 2020. Le président, je ne sais pas, le maire de la ville de Sandre, vous savez, il y a 31 communes, je ne veux pas faire des jaloux quand même, j'ai déjà la mienne actuellement sur Colonsec, donc non, je pense effectivement très souvent, en permanence, peut-être même en me rasant effectivement, à ce que doit être l'agglomération, et mon agglomération, celle des 450 000, j'espère que tout le monde va dire mon agglomération, à l'horizon 2020. Et une première synthèse des messages interactifs de la conversation citoyenne de l'agglo de Montpellier devrait être disponible au printemps 2012. Vendredi, Thierry Mariani était à Montpellier pour annoncer le dédoublement de l'A9 sur 23 km entre Saint-Jean-de-Védas et Baillargues. La décision du ministre des Transports a été applaudie par le président de Montpellier Agglomération et le maire de Montpellier. À Europe Écologie Les Verts, en revanche, en est resté très discret. Mais aujourd'hui, Jean-Louis Roumigas exprime son mécontentement au micro d'Olivier Roiran. C'est la pire décision que le ministre pouvait prendre, puisque non seulement il prononce le doublement de l'A9, mais en plus dans sa version la plus longue, que Jean-Louis Borloo avait déjà abandonné, et que les services eux-mêmes dans leur rapport, même s'ils préconisaient un doublement court. Aujourd'hui, on voit simplement que ce ministre piétine totalement le Grenelle de l'environnement, puisque en fait on va offrir un boulevard à grande vitesse pour les camions espagnols sans rien résoudre des problèmes de bouchons à Montpellier, c'est ça qui est grave, et au passage, il faut le dire aussi, en laissant une ardoise faramineuse pour les collectivités locales. Donc c'est vraiment à tout point de vue une très mauvaise décision de l'État. Et une information qui va cette fois-ci dans le sens d'Europe Écologie Les Verts. Les permis accordés pour le gaz de schiste seront abrogés. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui sa décision d'annuler les 3 permis de recherche accordés pour Nantes dans l'Aveyron, Montélimar dans la Drôme et Villeneuve-de-Berg en Ardèche. Depuis ce matin, il n'y a plus de liaison ferroviaire entre Nîmes et Alès, une fermeture de 2 mois pour cause de travaux, un chantier de 100 millions d'euros pour moderniser cette ligne. Mais les usagers du train régional ne l'entendent pas de cette oreille-là. Ce week-end, ils se sont rassemblés en gare d'Alès pour dénoncer cette coupure. Le reportage d'Olivier Michel. Prendre le bus à la place du train, tel va être le quotidien des usagers de la ligne SNCF Alès-Nîmes. Une interruption de 2 mois et demi liée aux travaux sur le viaduc de Courbesac qui ne satisfait pas les usagers. Samedi, ils étaient une 50aine à manifester en gare d'Alès. On ne peut pas être contre les travaux. Par contre, c'est au niveau de l'organisation des travaux que nous aurions souhaité être mieux entendus. Et notamment, nous avions proposé à un moment la circulation des trains du matin et du soir. Une alternative également défendue par la CGT cheminote. On fait les travaux de nuit, on sécurise le matin, on laisse passer 2 trains sur la voie unique, sur une voie. L'autre voie, on la réserve aux travaux et vice-versa. Une solution de substitution synonyme de perte de temps pour les usagers. 40 minutes de trajet en train contre 1 heure annoncée en bus. Ils comptent 1 heure de délai de trajet, moi je compte plutôt 1 heure et demie. Avec les travaux d'Nîmes, les travaux sur la route nationale... Et puis les arrêts avec dans les éventuels villages. Pour prétendre arriver à l'heure à son travail, il va falloir de toute manière partir plus tôt et on se prépare aussi à arriver plus tard. Moi j'ai opté pour du covoiturage pour avoir plus de liberté dans les horaires et pour que ça impacte pas trop ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Une coupure de ligne qui va également impacter le Cévenol qui assure la liaison Clermont-Ferrand-Marseille. La reprise du trafic est prévue le 11 décembre. Et pour informer les usagers sur les horaires et les fréquences des bus de substitution, la SNCF a mis en place un numéro vert, le 0800 88 60 91. Et Alès qui se prépare à recevoir Nicolas Sarkozy demain, le président de la République vient notamment officialiser le classement d'Écosse et des Cévennes au patrimoine mondial de l'humanité.
À Nîmes, les restaurateurs et commerçants de la rue de la République sont à bout. Les travaux du trambus traversent leurs terrasses et bloquent les entrées de magasins. Du coup, ce week-end, ils ont improvisé une partie de pétanque pour attirer les chalands et dénoncer la situation. Olivier Michel. Bien sûr qu'on a les boules. Forcément, on a les boules. Transformer le chantier du trambus nîmois en terrain de pétanque, voilà l'idée qui a germé dans l'esprit des commerçants de la rue de la République. Des commerçants situés entre les arènes et la place Montcalm qui entendent ainsi rappeler qu'ils n'ont pas porte close. On est obligé de faire ça pour faire voir aux gens qu'il reste encore des commerçants dans la ville de Nîmes. La rue de la République existe, on peut circuler, voilà, on est obligé de se solidariser avec le restaurant à la maison, le restaurant à l'Autoride et moi-même le bar des sports pour faire voir que voilà, on existe, on est là. Malgré le chantier, on est là. Une situation prise avec humour et philosophie, mais qui masque à peine une réalité bien plus dure. Je pense que ce sera bénéfique pour la ville. Mais est-ce que nous, on aura le temps de tenir? Je ne sais pas. Les reins assez solides, je ne sais pas. Financièrement, les reins solides, non, je ne les ai pas. Non. Mais bon, il faut toujours espérer que les gens vont nous suivre. Si on me trouvait la potion magique à me dire que ma banque elle me soutient, que la ville de Nîmes va m'aider, que... Moi, il n'y a pas de problème, quoi. Je comprends après le projet, je comprends que il faut passer par là. Maintenant, voilà, moi, mon souci, c'est de savoir si je vais pouvoir tenir jusqu'au bout, quoi. Voilà. Les travaux devraient durer 3 mois. La baisse d'activité peut faire l'objet d'une indemnisation. Encore faut-il apporter les preuves de cette baisse et son lien avec les travaux. Le MHB a battu les Espagnols de Léon 38-34 hier soir à l'Arena. Un bon début de campagne européenne pour les handballeurs montpelliérains. Du hand, mais aussi du baseball, du foot et du rugby. Tous les résultats du week-end sont dans la Minute Sport, préparée par Olivier Brachard. Appréciez le travail du MHB pour son premier rendez-vous de Ligue des Champions. Guigou qui volaille pour Kavtichnik, une attaque efficace, mais une défense encore perméable. Montpellier remporte son duel face à Léon 38-34. Un essai opportuniste de Nagusa et une première victoire pour le MHR cette saison. Montpellier a convaincu face à Toulon et sort un peu de la zone rouge. Victoire 19-6, prochain match dans 2 semaines à Bayonne. Du côté de Nîmes, les handballeuses de HBCN ont déçu face à Besançon, avant-dernier du championnat. Une défaite d'un petit but 26-25 au Parnasse. Les Nîmoises ont pourtant mené 2-7 buts au début du match. Nîmes encore et les Crocos cette fois, ils ont fait piller les Chamois niortais vendredi soir aux Costières. Une victoire 3-2 face aux Dauphins du championnat. Nîmes Olympique continue sa remontée au classement. Et enfin, quelques images de baseball et les Barracudas de Montpellier aux portes d'un exploit. En finale allée du championnat de France, Montpellier a remporté ses 2 rencontres face à Rouen. Une victoire le week-end prochain à Rouen suffirait aux Barracudas pour devenir champion. Et en marge de la rencontre Montpellier-Toulon, c'est du rugby, une violente altercation a eu lieu entre Rémi Martin et Olivier Missoup lors de la réception d'après-match. Le 3e ligne toulonnais aurait asséné plusieurs coups au rugbyman montpelliérain qui a déposé plainte samedi. Le Biou d'Or, le meilleur taureau de l'année, était élu hier matin, un vote qui a traditionnellement lieu lors de la finale du Trophée de l'Avenir. La veille, les amateurs de course Camargas ont assisté à la finale du Trophée des Rasters. Bref, un week-end chargé pour le monde de la bouvine réuni à Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône. Le reportage de Patrick Mallet, Alain Bérézy et Mathieu Arnaud. Contrairement à ce que la directrice du Trophée Taurin, Julie Zaoui, a annoncé devant une foule immense venue attendre le verdict du vote, Garland des Baumel n'a eu aucun problème pour devenir Biou d'Or 2011. Avec 17 voix, il devance largement Jéricho de la Manade de Chauvet, qui obtient 7 voix, ainsi que Guépard de Cuillé, Biou d'Or sortant, et Saint-Rémois de Fabre-Maillan, une voix chacun. Vainqueur de la Palme d'Or, du Trophée du Muscat et dominateur dans l'ensemble de ses courses, sa victoire au Biou d'Or, la première pour la Manade des Baumel, ne souffre au vu de cette saison aucune discussion. L'élection de ce Biou d'Or 2011 s'est, je crois, bien passée. Les votes reflètent, je pense, l'ensemble de la saison. Je suis contente parce que c'est le 60e anniversaire, que visiblement du monde était là pour entendre ce résultat. L'après-midi de ce vote se tenait la finale du Trophée de l'Avenir qui couronnait le raseteur boquerois Boris Sanchez. Et, sur la prestation de cette course, Serratis de la Manade Renault, qui est lui devenu Biou de l'Avenir. Là encore, au vu de sa saison et de sa superbe finale, la victoire de ce taureau ne souffre vraiment aucune contestation. 2 belles finales pour démarrer ce premier week-end de Trophée Taurin. On a hâte d'être déjà à dimanche prochain pour la finale du Trophée des As.
Et pour terminer ce journal, je vous propose de repartir quelques instants en vacances en Languedoc-Roussillon. Les températures ont une nouvelle fois avoisiné les 30 degrés ce week-end. Du coup, sur la plage de Palavas, ce premier week-end d'octobre avait des allures de 15 août. Regardez. Un grand soleil, des températures avoisinant les 30 degrés. Vendredi soir, en regardant les prévisions météo, beaucoup ont décidé de venir passer un dernier week-end à la plage. Hier soir, il faisait beau, donc on est venu en voiture et voilà. Au pied levé, avec le beau temps. Étant donné que nous n'avons pas eu beaucoup de vacances cet été, on en a profité. Le week-end était beau, donc on en a profité. Et ce week-end à Palavas, ces estivants de dernière minute étaient nombreux. De Montpellier, de la région ou au-delà, munis de pelles et de seaux, de glacières et de crème solaire, sans oublier serviettes et parasols, bien décidés à profiter de ces derniers rayons de soleil, le tout donnant à la plage des airs de plein été ou presque. Ah oui, je pense, ouais. Sans la bousculade au péage, sans la queue au pont pour rentrer dans Palavas. Donc tous les avantages et pas les inconvénients, en fait. Le programme, c'est quoi? Mer, balade, profiter du soleil avant de passer à l'hiver. Je fais flou, flou, flou. Et comme Jordan, à Palavas, beaucoup ont profité ce week-end de la Méditerranée et de son eau à 20 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30. Passez une belle soirée sur TV Sud.